Aujourd'hui, nous allons parler du développement et de la reproduction des végétaux. Donc pour commencer, souvent pour planter une nouvelle plante, on utilise une graine. C'est donc l'objet de notre première partie, la reproduction des plantes à graines. Qu'y a-t-il dans une graine pour reformer la plante? Si on plante une graine, ça sous-entend qu'à l'intérieur, il y a déjà tous les éléments qui vont pouvoir nous aider à reformer le végétal. Pour ça, on a procédé à la dissection de la graine à l'aide d'un scalpel, d'une loupe et d'une pince. Et on peut observer sur la photo suivante qu'à l'intérieur de la graine, il y a une gémule, une radicule qui ressemble à une petite racine. L'ensemble des deux est appelé embryon. Puis les principales parties, le cotylédon avec des réserves sur 95%. Et enfin, la partie qu'on avait enlevée lors de la dissection, que j'appelle le tégument, qui servait à protéger la graine. Suite à ça, nous avons réalisé un dessin d'observation. Je rappelle, attention, il faut bien utiliser la méthode 4 pour ne rien oublier et respecter toutes les consignes. Pour ce qui est du titre, il commencera toujours par dessin d'observation. On indique quelle partie je dessine, à quel être vivant cette partie appartenait et comment j'observe. Si j'observe à l'œil nu comme ici, la formule de grossissement est la suivante. Il faut mesurer la taille de ton dessin de haut en bas et la diviser par la taille réelle de ta graine. Tu obtiens ensuite une valeur que tu indiqueras dans le cadre ici. La graine contient donc beaucoup de réserves, un embryon et un tégument. Le tégument va protéger le contenu de la graine des intempéries, parce qu'elle va être dans le sol, mais aussi des fortes chaleurs ou au contraire des basses températures, mais aussi des êtres vivants du sol qui pourraient venir la manger. L'embryon, lui, est composé de deux parties, la gémule qui va donner la future tige et de la radicule qui sera la future racine. Les deux parties qui se regroupent sont des cotylédons et sont riches en réserves qui vont permettre de nourrir l'embryon et de fabriquer futures tiges et futures racines. Sur le schéma ci-contre, on retrouve toutes les légendes que j'ai déjà expliquées, mais ce qui est important, c'est de connaître les étapes de la germination. Donc lorsque la graine est au niveau du sol, le tégument se déchire un petit peu et l'on voit pointer dans le sol la radicule. Cette radicule va grandir et devenir la racine de la plante. Plus tard, la gémule sort enfin de terre, le tégument ici est complètement déchiré. On peut imaginer qu'il a été mangé par les êtres vivants du sol et que donc cette matière organique a redonné de la matière minérale qui elle-même a été puisée par la racine pour donner de la matière organique, donc par exemple la gémule ou encore la tige et les feuilles. Si l'on observe dans notre environnement, parfois on peut se poser la question de comment les végétaux sont-ils arrivés là. En effet, sur le mur ici, on peut bien se dire que personne n'a planté ce coquelicot. Et on peut observer que une semaine plus tard, il y en a bien d'autres sur le mur. Ça veut dire que cette plante s'est reproduite sans l'intervention de l'homme. On va donc essayer d'expliquer comment les graines sont transportées. C'était le cas de l'activité de Lily qui observait son jardin la première année avec plusieurs végétaux comme le pyracantha, les impatientes, le pissenlit, le cocotier ou les bardanes. Et l'année d'après, elle se retrouve avec un jardin un peu différent et des nouvelles plantes qui sont apparues alors qu'elle ne les a pas plantées. Donc on peut faire le constat suivant, le pissenlit est un fruit qui est léger. Donc vous avez tous peut-être soufflé ici sur cette capsule. Tous les petits fruits vont s'envoler, tous les akènes, donc l'agent de transport et le vent. La bardane ici est un fruit qui s'accroche et donc va être transporté par différents animaux, soit l'homme lors des promenades ou les chiens par exemple, les chevaux aussi. Le pyracantha, c'est cette petite baie rouge qui est comestible, alors attention, uniquement par les oiseaux, pas les humains, ce serait toxique. Et ces oiseaux, une fois qu'ils ont volé, peuvent soit déposer la graine qu'ils n'ont pas mangée quelque part, soit s'ils ont ingéré la graine, elle va être tout simplement excrétée dans les déjections des animaux. Elle va tomber au sol. Si le sol est humide ou s'il pleut, ça peut redonner quelques mois plus tard un nouvel arbuste. Le cocotier donne la noix de coco, c'est un fruit qui roule. En roulant, le fruit va pouvoir alors aller dans la mer. Et il a une deuxième particularité, c'est qu'il flotte, il va donc pouvoir être transporté vers une nouvelle plage et redonner un nouveau cocotier. L'impatiente, elle, est une plante un petit peu spéciale. Quand le fruit atteint la maturité, il explose et toutes les graines vont être propulsées à côté de la plante et donc reformer de nouvelles plantes. Voilà les différents agents de transport des graines que l'on peut trouver. Pour résumer, il en existe donc plusieurs des agents de transport. L'eau pour les fruits qui flottent, les animaux, soit qui sont vecteurs par les crochets,
soit qui vont rejeter les graines lorsqu'ils vont faire leur déjection, leurs excréments. Enfin, le vent transportera les fruits ou les graines qui sont légers, et le fruit est un agent de transport lui-même lorsque son fruit explose. Le fruit est formé à partir des plantes qui font des graines. Mais du coup, comment le fruit et les graines vont-ils être formés? On va s'intéresser à la fleur. Cette fleur ici entière de cerisier a été coupée en coupe longitudinale, donc dans la longueur, pour observer tous les organes. On peut y observer un pistil, des étamines avec le pollen à l'intérieur des sacs ici, des pétales, attention on dit un pétale, pas une pétale, un sépale, le petit morceau vert ici, enfin le pédoncule floral qui relie la fleur au reste de la plante, puis un sac, un ovaire, qui est l'organe reproducteur femelle qui va contenir la cellule femelle, un ovule. Cette fleur possède donc des organes en rouge femelle et des organes reproducteurs en bleu mâle. Elle est hermaphrodite, elle a les deux sexes. Si on fait la dissection de la fleur, on peut, grâce à ce diagramme, recoller toutes les pièces florales et obtenir donc à la fois les pièces florales et les organes reproducteurs plus au centre de la fleur. À partir de là, on peut observer la fleur au fil du temps. Au mois de mars, on voit la fleur avec toutes les pièces telles que je les ai nommées précédemment. Et on se rend compte que le mois d'après, il y a quelques modifications, notamment au niveau des pétales, qui sont absents ici. Ensuite, le 15 avril, la fleur commence à faner, elle ne ressemble plus du tout à la fleur que j'ai l'habitude de voir, pour ensuite avoir la partie inférieure ici qui commence à gonfler. Donc c'est l'ovaire ici qui gonfle, qui continue à gonfler, et j'obtiens ici la cerise telle que je la connais, sans les pétales, sans les étamines, sans les sépales. Tout semble avoir disparu. Il reste l'ovaire qui est devenu très gros et le pédoncule floral que je retrouvais donc ici. Donc si je remets tout ça au niveau d'un schéma, je m'aperçois que toutes les pièces de la fleur sont présentes ici. Sépales et pétales commencent à faner, étamines identiques aussi, donc même comportement pour les trois pièces. Et à la fin de la transformation, les étamines et les pétales tombent. Parfois, les sépales vont tomber aussi. Ce n'est pas le cas sur toutes les plantes, sur la fraise notamment. Quand vous mangez la fraise, la partie verte, c'est les sépales qui sont restés. On peut même voir parfois, si vous êtes curieux, des étamines blancs sur le contour de la fraise. Donc ça dépend des fleurs. Parfois, pétales, sépales, étamines tombent. Parfois, il n'y en a qu'un sur les trois ou deux sur les trois. Voilà, ça dépend. Donc la fleur fane. Les étamines, les pétales, parfois les sépales tombent. Et une partie de la fleur va se transformer en chair. C'est la partie que je mange de la cerise, c'est l'ovaire. L'ovaire, lui, contenait un ovule. Donc, il faut s'imaginer proportionnellement, si l'ovaire est la chair du fruit, à l'intérieur de l'ovaire, j'ai un ovule. Donc, à l'intérieur de la chair, je me retrouve dans la cerise avec le noyau. Et donc, dans le noyau, la graine. La graine, elle, va contenir le futur embryon qui va reformer la nouvelle plante après la germination. On en a parlé au début du chapitre. Quelles sont les conditions pour que la fleur fane et que l'ovaire et l'ovule se transforment? On peut réaliser pour ça plusieurs expériences. On va d'abord garder l'ovaire, garder les étamines, mais couper les sépales. On se rend compte qu'on a toujours la cerise, donc les sépales n'ont aucun impact dans la transformation de la fleur. On fait la même expérience en coupant les pétales. On obtient encore une cerise, donc les pétales ne sont pas importants a priori pour la reproduction. Maintenant, si je coupe le pistil avec l'ovule et l'ovaire, la fleur a fané, il n'y a pas de fruit. Il en est de même si je coupe les étamines. Je peux donc conclure que ce sont les étamines et le pistil qui sont indispensables à la formation du fruit. Que va-t-il se passer? La fleur de cerisier, comme je vous disais, est hermaphrodite. Elle a donc les organes mâles, étamines qui contiennent le pollen, et femelles, ovaire, ovule et pistil. Mais certaines fleurs vont être uniquement femelles et d'autres uniquement mâles. Donc à gauche ici, j'ai une fleur mâle. Je reconnais bien les étamines. Il n'y a pas au centre le pistil ni l'ovaire et les ovules. Ici, une fleur femelle sans étamines, mais par contre, je reconnais bien le pistil, l'ovaire et les ovules. Du coup, comment ça va se passer pour ces fleurs-là? Alors, on fait une expérience. Avec un coton-tige, on peut prendre le pollen d'une fleur mâle, donc ici par exemple de courgette, le poser sur le pistil de la fleur femelle et on observe qu'après quelques temps, on a formation du fruit, donc de la courgette. Si je prends le pollen d'une autre fleur mâle, par exemple le melon et non plus la courgette,
là je n'obtiens pas de courgettes à la fin. Donc ça signifie que le pollen doit venir se poser sur le pistil, mais il faut absolument que ce soit le pollen de la même espèce, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc pour que l'ovaire se transforme en chair du fruit, attention, et l'ovule en graine, il faut que le pollen de la fleur ou celui d'une autre fleur de la même espèce se dépose sur le pistil. Le principe que les deux cellules, donc le pollen et l'ovule, se rencontrent, on le nomme fécondation. Si la fleur n'est pas hermaphrodite, le pollen doit être transporté grâce à un agent de transport, comme le vent ou les animaux, et on connaît en particulier le rôle des abeilles. Toutes les plantes dans la nature ne possèdent pas de fleurs. Donc là, on a vu uniquement la reproduction des plantes à fleurs, il va falloir s'intéresser aux autres types de plantes, comme celles qui ont des spores, par exemple, c'est le cas de la fougère. Donc dans la fougère, je peux observer différentes structures. Sur la feuille de la fougère, au dos, à certains moments de l'année, il y a des petits amas jaunes. Si j'observe certains de ces amas, à l'intérieur, il y a des centaines et des milliers de sporanges. Le sporange est un sac, donc ça c'est la partie qui le relie à la feuille. Le sac en temps normal est fermé et là on voit qu'il a craqué. Il est ouvert parce qu'il est assez mûr et donc les spores, les cellules reproductrices à l'intérieur vont commencer à sortir. C'est grâce à ça que la fougère va pouvoir se reproduire, sans pollen, sans pistil et sans ovaire. Voilà le dessin d'observation que l'on a réalisé. Attention, on précise bien que c'est fait au microscope optique en donnant le grossissement, donc le grossissement de l'oculaire fois le grossissement de l'objectif. La fougère fabrique alors des millions de spores microscopiques qui sont à l'intérieur du sporange, comme on l'a vu sur le dessin. Quand le sporange s'ouvre, les spores sortent, et comme elles sont légères, elles vont être transportées par le vent ou par l'eau et retomber au sol. S'il y a de bonnes conditions, le spore va pouvoir germer et redonner une nouvelle fougère. C'est la technique de reproduction de la fougère sans les fleurs. Maintenant, il existe encore un troisième type de reproduction avec des plantes qui n'ont ni fleurs, ni spores et ni sporanges. Donc c'est ce qu'on a vu dans le cas des organes végétaux avec le jardin d'Héloïse. Donc on avait mis en évidence 3 grandes techniques dans le lexique. On va prendre l'exemple du kalanchoé pour voir que si des petits morceaux donc de bulbilles, de feuilles, tombent sur le sol, on peut retrouver des nouveaux kalanchoés après. Donc si l'on parle de bulbilles qui tombent au sol, c'est une partie de feuilles. Il s'agit donc là de la technique de reproduction de bouturage. On obtient une nouvelle plante avec un fragment de la plante précédente qui est tombé ou qui s'est cassé. Deuxième exemple sur le fraisier. Je vois ici qu'il y a une tige qui rampe à la surface du sol. Cette tige, je me pose la question, est-ce qu'elle est souterraine ou est-ce qu'elle est à la surface? Ici, elle me paraît être en surface. Le nom scientifique de la tige qui court à la surface, c'est le stolon. C'est donc la technique de reproduction du fraisier. Attention, c'est une technique secondaire car ici, on voit des fleurs. Donc le fraisier se reproduit grâce à la technique du pollen, de la reproduction sexuée, mais aussi avec le stolon. Ici, le chien-dent. Pareil, j'observe sur la photo, je vois une tige à cet endroit-là, je me repose la même question, est-ce qu'elle est souterraine ou à la surface? Elle est plutôt ici, dans la terre. Donc je cherche le nom qui correspond, il s'agit d'un rhizome, une tige qui s'est cachée et qui va redonner un nouveau plan. Le bégonia, lui, si j'observe, je vois que j'ai coupé des morceaux de tiges et de feuilles, que je les ai replantés jusqu'à ce qu'ils fassent des racines avant de les rempoter. Il s'agit donc ici d'une technique de bouturage qui utilise à la fois la feuille et la tige. Il existe donc, pour récapituler dans ce chapitre, 3 grandes façons de se reproduire, donc de s'installer dans le milieu, parce que le végétal ne bouge pas, donc la seule façon de se déplacer, c'est de faire déplacer ses cellules reproductrices. Première partie grâce à des fruits et des graines, deuxième partie grâce à des spores. Ces 2 techniques sont nommées dans la catégorie des reproductions sexuées, alors que dans la multiplication végétative, on utilise des rhizomes, des stolons ou des boutures. Pour les fruits et les graines, j'ai donc ma fleur. À l'intérieur, j'observe qu'il y a de nombreuses graines qui peuvent être dispersées grâce à plusieurs agents de transport, retomber au sol, germer et redonner une nouvelle fleur. C'était ce qu'on a vu dans le cas du haricot en tout début ou de la fleur de cerisier également. Deuxième partie grâce à des spores. Ma feuille de fougère sur laquelle il y a le sporange. Le sporange contient des spores. Lorsque le sporange s'ouvre, les spores s'en vont, sont dispersés, germent et redonnent une nouvelle fougère. Dernier cas,
les rhizomes, les stolons, les boutures. J'ai repris l'exemple du fraisier qui se reproduit grâce à un bout de tige, le stolon ici, pour redonner le nouveau fraisier. Donc voilà les 3 grandes techniques qu'il faut reconnaître. Je vous remets ici tout ce que l'on doit savoir faire, tout ce que l'on doit connaître à la fin de ce chapitre. Tu pourras mettre pause si tu as envie de l'étudier avec plus de précision. Et je te remets également la carte mentale qui regroupe de nouveau les 3 parties. Reproduction sexuée des plantes à fleurs, toutes les parties de la fleur, la technique de pollinisation, la transformation de la fleur et ce qui est important dans la graine. Deuxième technique avec les sporanges et si ça s'ouvre, une dispersion des spores. Troisième technique, la multiplication végétative, le rhizome, le stolon et le bouturage. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi et je t'invite plus tard à faire le quiz en ligne pour vérifier si tu as tout bien compris.